Voilà, ça va, tu me vois, tu m'entends? Oui, je te vois et je t'entends très bien. Donc, allons-y pour la deuxième partie, Edouard. Ah Donc, oui, avec grand on était plaisir. où ici? Oui. Et donc, oui, j'ai commencé à développer ce sujet et pendant la pause, j'ai encore une idée. Il faut dire que euh, pour une Voilà, nation, seulement une observation. On va oui, essayer d'être un peu plus vite ici pour euh, arriver de finir dans 20 minutes oui, maximum cette leçon. d'accord. Voilà donc. Si il y a une réalité qui est importante pour un peuple, il y aura des synonymes dans cette langue. Par exemple, chez les Russes, il y a quatre ou cinq façons pour désigner le comportement de la neige en hiver. Et chez Tchouktcha, le peuple qui habite dans les glaces éternelles du Nord, il y a 20 mots, 20 synonymes pour parler de la neige. Voilà. Et par exemple, chez les Grecs, il y a 25 mots pour parler de la mer, de la navigation. Voilà, ça se diffère d'une langue à l'autre. Donc, je vais parler maintenant de l'histoire de l'écriture. C'était crucial pour l'humanité de marquer son histoire avec l'écriture, mais l'humanité a mis beaucoup de temps pour, pour y arriver. Et donc, l'écriture en tant que système symbolique apparaît assez tardivement et ont utilisé les symboles, euh, les symboles tout d'abord pour la vie pratique, pour la vie pratique. Donc, le point 24, l'écriture avec des objets. On mettait des objets en tant que symbole, comme, je ne sais pas, une pêche pour dire que on a fait les travaux avec la terre, ou par exemple, je ne sais pas, les poils d'un animal sauvage pour dire que à la maison il y a de la viande, on a fait bien la chasse, et voilà, et toute autre chose. On pouvait mettre, par exemple, un marteau pour dire que le toit de la maison est bien fait. C'est-à-dire l'écriture avec les objets. Après, c'était les pictogrammes. Quand on trouve les dessins dans les grottes, avant tout, ce sont des lettres. Il ne faut pas oublier ça parce que on dit que c'est l'art préhistorique, mais ce n'est pas tellement l'art. C'est plutôt les dessins qui étaient censés être lus avec les bisons, avec les autres animaux. Voilà, tous ces dessins dans les grottes, c'était les lettres en fait. Voilà. Après, c'était les pictogrammes. Les pictogrammes, quand on a réduisait en grand dessin, par exemple, d'un animal sauvage, on le réduisait au dessin très schématique, et ça s'appelait des pictogrammes. Voilà, par exemple, on dessinait un poisson, on dessinait un homme avec une canne. Par exemple, ça désignait le vieillard dans beaucoup de langues du monde. Voilà. Et après, on passait aux idéogrammes. C'était presque des hiéroglyphes. C'est pour expliquer la genèse des lettres. Voilà. Comment on a eu les lettres, les idéogrammes, les hiéroglyphes. Et après, on a simplifié les hiéroglyphes vraiment pour des lignes, je ne sais pas, aux courbes différentes, vraiment des schémas très, très, très simplifiés.
Et c'est ça, ce sont nos lettres. Voilà, c'est ce que l'humanité a dû faire, je ne sais pas, pendant une vingtaine de siècles, ce passage, même plus, pour avoir l'écriture. Et on écrivait aussi avec l'écriture cunéiforme et aussi avec l'écriture des nœuds. C'était chez les Indiens de l'Amérique, surtout, quand on mettait les cordes avec les nœuds. Voilà. Aussi pour compter, pour les mathématiques, et aussi bien pour les messages linguistiques. Et on pendait comme ça une corde avec les autres cordes verticales qui incluaient les nœuds. Et selon les nœuds, on pouvait comprendre le message. Voilà. Et donc, on va passer à la Grèce. Euh, J'ai mis le mot euh, cataloguer au point 29. Une fois, il m'est arrivé à lire un livre de 230 pages sur ce verbe. Pourquoi un livre de telle épaisseur qui parle d'un seul verbe? C'est pour observer toutes les nuances de l'emploi des mots. Je m'explique. Euh, Quand on a un mot euh, dans sa langue natale, on connaît toutes les références. Dans quelle phrase cet mot peut être mis, ce qu'il peut signifier, l'essence premier, l'essence deuxième, etc., 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 ce que les bons dictionnaires en donnent. Euh, la liste complète des sens. Mais dès qu'on passe à la traduction, on perd les sous-entendus d'un mot. Par exemple, je vais citer en vers français le passé dans ma poche et mon mouchoir déçu. Voilà. Donc, mon mouchoir déçu. C'est-à-dire que le mouchoir qui se trouve en haut. Mais ce mot renvoie aussi à la déception, c'est-à-dire que l'auteur est déçu de son passé. Mais ça ne se lit qu'à la deuxième lecture. Le passé dans ma poche et mon mouchoir dessus. Et donc, ça ne se lit que dans l'original. On ne peut pas le traduire. C'est pour ça que les mots ont un très vaste champ de l'emploi, des sous-entendus, etc. Donc, nous allons passer vers le point 33. J'ai marqué Hésiode et je vais expliquer pourquoi j'ai mis ce nom et voilà tout ce qu'il me reste un peu à développer. Ce que l'homme, en créant le langage, la linguistique, avait la question du pourquoi. C'est une chose qui mérite d'être questionnée à son tour. Pourquoi l'homme se pose toujours la question? Il cherche toujours la logique derrière quelque chose. Voilà. Il cherche toujours l'explication. Le chien, il ne cherche pas d'explication. Les singes non plus. Tout va bien, voilà, comme tout ça se présente. Et c'est seulement l'homme. Alors, je m'excuse 2 secondes, je vais juste boire un petit gorgée d'eau. Voilà. Juste l'homme qui se pose cette question. Et c'est pour ça que avec la langue, on va créer tout un système de référence et aussi on va créer la mythologie. Parce que c'était la première littérature de toutes les langues et c'était aussi la tentative de répondre à la question du pourquoi, c'est-à-dire d'expliquer comment le monde marche, comment le monde fonctionne. Au début, c'était la mythologie, mais progressivement, c'est devenu les mathématiques et les autres sciences. Mais quand on y pense, tout système, euh, le système, la grammaire d'une langue, la mythologie du peuple, les mathématiques, ce sont les systèmes égaux, c'est-à-dire au niveau égal, qui cherchent à expliquer le monde
parce qu'en parlant, nous projetons le sens sur ce que nous voyons. Voilà, en creusant même pourquoi ça marche comme ça, nous créons des mythologies, euh, des saintes écritures comme la Bible, le Coran, les Védas. Et par exemple, Hésiode, c'était l'un des premiers auteurs qui a fait les tentatives d'expliquer le monde en s'appuyant sur la langue grecque et en créant la, euh, la mythologie. Voilà, après, on sait bien que c'était la conquête de la Grèce par les Romains. Eux, ils n'ont pas inventé beaucoup de choses au niveau de la grammaire ou de l'explication du monde, mais copié, euh, ils ont copié, ou plutôt imité la vision grecque. Et leur principal mérite, c'est qu'ils ont transmis la culture de démarches linguistiques, de démarches mythologiques, etc., au peuple néo-latin, euh, aux futurs français, italiens, voilà, portugais, brésiliens, tous les peuples latins. Ils ont transmis cet héritage grec et ça, c'est vraiment très, très important, leur rôle, les rôles de la Rome antique. Voilà. Et je voudrais aussi mentionner les plus grandes cultures qui ont influencé euh, l'histoire de la linguistique, l'histoire de l'humanité. Et j'ai mis la culture indienne du Veda, et, voilà, qui était fixée à environ 1900 avant Jésus-Christ. Pourquoi j'ai mis, voilà, je parle du Veda, parce que pour les Indiens, pour les hindous de l'Inde, la grammaire était sacrée. C'est ça ce qui est très important. La grammaire était sacrée. Pour les autres peuples, pour les Grecs, pour les Romains, le monde était expliqué au début par la mythologie, après par les mathématiques, mais pour les Indiens, c'était la grammaire qui expliquait le monde. Voilà, c'est une idée peut-être difficile à méditer d'un seul coup ou de comprendre, mais pour eux, la grammaire était sacrée. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi. Parce que il ne faut pas oublier que les langues écrites, la grammaire et toutes ces normes étaient toujours maintenues par les, soi-disant, par les scientifiques, par les connaisseurs, ou comme on disait, par les sages. Le système ne tenait jamais automatiquement, ça ne venait pas de soi. La culture linguistique, la culture historique, les livres, les œuvres, l'histoire, tout ce que nous connaissons sur la société, nous le devons aux grammairiens, aux sages, qui, durant des époques très éloignées, s'occupaient de la question. C'est-à-dire, ils travaillaient la langue, ils analysaient la langue, voilà, et ils maintenaient la langue. Et c'est pour ça que la culture indienne est particulièrement importante dans la vision de la grammaire. Aussi, il ne faut pas oublier que ils ont inventé le zéro dans les mathématiques et ils ont fait beaucoup de découvertes dans le domaine, ce qu'on appelle la psychologie. Voilà, c'est-à-dire que ce n'était pas la découverte du XXe siècle, mais les Indiens ont investi beaucoup aussi dans la psychologie. Et je pense que j'avais déjà l'occasion de dire, par exemple, euh, sur la Bhagavad Gita, c'est le numéro 14 dans mon plan, qui dit que l'homme conduit
l'homme accomplit les actes non selon la conscience, mais selon les circonstances. Et c'était la découverte majeure dans, on dirait à l'époque dans la philosophie. Moi, j'abuse un peu en disant que c'était de la psychologie. Bien sûr, c'était de la philosophie, mais ça, c'est très intéressant. Que nous nous comportons en réponse des actes. Donc, c'est pas l'intervention sur la psychologie, donc je ne vais pas développer cette profonde idée sur le fait, mais la découverte est très intéressante, qu'il faut agir selon les circonstances avant tout. Voilà. Et aussi, je mentionne la culture chinoise, c'est l'alphabet le plus ancien qui le plus ancien dans l'humanité qui est écrit jusqu'à présent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, qui est employé jusqu'à présent presque sans modification. Et bien sûr, leur création du Tao, d'une grande philosophie, et c'est très sage ce qu'ils ont inventé. Parle-moi encore, s'il te plaît. Le Bhagavad Gita, c'est la compréhension, c'est le fondament de la compréhension que l'être humain, il va agir en accord à la circonstance. Oui, oui, en accord avec les circonstances. Par Et ça, c'est exemple, si une personne, elle habite dans une favela, qu'il n'y a pas des études, il n'y a pas des bonnes écoles, il n'y a pas des opportunités pour apprendre les langues, pour apprendre des choses. Cette personne, on ne peut pas exiger d'une personne comme celle-là qu'elle peut être une personne intelligente, une personne qui va découvrir le monde, des choses comme ça, parce que sa circonstance ne permet pas nécessairement ça. Cette personne, pour avoir des opportunités différentes, elle va devoir avoir le courage d'agir différemment des autres personnes parce que ce n'est pas son milieu. C'est ça? oui, tu as absolument raison. Et aussi, d'abord, la Bhagavad Gita s'appuie sur l'exemple suivant. Il y a un soldat qui doit faire la guerre, qui ne veut pas tuer. Mais Dieu lui dit, ce sont tes ennemis, tu es obligé à tuer. Lui, il refuse, mais Dieu l'oblige. Et il commence à tuer parce qu'il n'a pas de choix. En deux mots, c'est ça. Mais bien sûr, c'est une métaphore, c'est pas au sens littéral. Oui, oui, C'est oui, une oui, je métaphore comprends, de je l'œuvre comprends. et qui veut dire que surtout, on ne doit pas nous blâmer nous-mêmes. Parce que parfois, à la fin de la vie, les gens disent, mais combien d'erreurs ai-je fait quand j'étais jeune, où j'ai manqué tant d'opportunités, où ils commencent à se culpabiliser. Et ça, il ne faut jamais le faire, parce que les circonstances étaient différentes. Et c'est pour ça que, en quelque sorte, et c'est très connu en psychologie, même parfois, on ne blâme pas les actes criminels. Par exemple, l'homme qui n'a rien à manger peut être si désespéré que la nuit, il va briser la vitre du Ouais. Et comment est-ce supermarché, qu'un voler. homme qu'il, qu'il, qu'il a la faim, comment est-ce qu'il va étudier la philosophie, par exemple? C'est pas possible. Mais oui, exactement. C'est pour ça que nous dépendons largement des circonstances. Et c'est ça la base de cette œuvre. Et il ne faut pas blâmer facilement comme ça Mais les autres. par contre, on pouvait dire, je ne sais pas si c'est le terme correct, mais ça m'est égal. Si c'est le correct ou pas, c'est dans une façon que je veux dire. Donc, une personne qui elle vit dans une façon de vivre. Par exemple, une personne, moi, je viens d'une famille simple
et je suis le seul professeur, je suis le seul formé, je suis le seul avec des formations universitaires et tout ça. Mais pour faire ça, pour apprendre des autres langues, pour être un professeur, pour être formé dans un cours supérieur et tout ça, j'avais besoin de croire en moi et de être un super-héros dans le sens de j'avais besoin de faire les choses différentes. J'avais besoin d'aller contre le chemin pour avoir la possibilité de sortir d'où je suis venu. Donc, en vivre, oui, selon le Bhagavad Gita, on va agir conforme les circonstances, mais il y a des gens, ils sont très peu, qu'ils vont avoir la chance ou la possibilité, ou ils vont faire ces chances de sortir et de monter dans un autre étage. Voilà, donc je ne suis pas 100% d'accord avec le Bhagavad Gita, parce que ça n'importe pas si je suis d'accord ou si je ne suis pas d'accord, parce que oui, ça fait du sens que cette chose que le Bhagavad Gita, il dit qu'on va agir conforme la circonstance. Mais il y a des gens qui vont faire ces possibilités, ils vont avoir la possibilité de sortir de la circonstance qu'ils vivent. Non, mais rien, rien n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que quand la personne comme toi qui arrive à sortir des circonstances, ce sont en quelque sorte aussi les circonstances, mais antérieures dans la tête. C'est-à-dire les projets, les pensées, etc. Euh, voilà, c'est un peu difficile à expliquer, mais cela n'est pas en contradiction. C'est-à-dire que voilà, tu as eu quelques, je ne sais pas, quelques influences, quelques interactions, quelques idées, voilà. Et ce sont les circonstances antérieures, on peut dire comme ça, qui t'ont poussé, voilà. Euh, Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont subir les mêmes circonstances et qui ne vont pas sortir parce qu'ils n'ont pas eu l'idée, je ne sais pas, la pensée, l'inspiration. Ça, c'est aussi des choses, les circonstances antérieures, les circonstances psychologiques. D'accord, d'accord. Et le Mahabharata, Mahabharata. Mahabharata, il Ouais. dit quoi? Qu'est-ce que c'est son philosophie? Ah, ça, c'est un Comme Bhagavad recueil. Gita ou c'est différent? Les Non, principes. c'est un recueil dont la Bhagavad Gita. D'ailleurs, la Bhagavad Gita, la traduction, c'est Bhagavat, c'est bienheureux, Gita, c'est le chant du bienheureux. Donc, le chant du bienheureux, ça fait partie du recueil de Mahabharata, qui est très différent et qui est plutôt euh, une œuvre mythologique comme l'Iliade. Et ce qui surprend les chercheurs, c'est que vraiment une œuvre très philosophique qui est le chant du bienheureux, la Bhagavad Gita, fasse partie du Mahabharata, qui est plutôt comme l'Iliade. C'est l'œuvre plutôt mythologique, voilà, qui parle des grands rois, etc. C'est cette différence, ce contraste, mais je l'ai mentionné parce que le chant du bienheureux fait partie du Mahabharata. C'est pour ça. D'accord, d'accord. Donc, c'est comme si c'était une branche, à peu près. Oui, oui. D'accord, Après, je très bien. voudrais citer la culture du Tao qui est née en Chine et qui est la philosophie de la moindre Le résistance. Mahabharata et le Bhagavad Gita, ils sont indiens, c'est ça? Oui, oui, D'accord. oui. Et ça, et moi maintenant je passe aux cultures du Tao. C'est une philosophie très intéressante
aussi basé sur les symboles chinois, par exemple. Il y a une lettre, une seule lettre chinoise, moi je ne saurais pas la reproduire, qui signifie la crise. Voilà. Et pour nous, la crise, euh, c'est quelque chose de catastrophique. Tandis que cette lettre chinoise, une seule, elle indique le mot la crise. En haut, c'est le malheur, mais en bas, ce sont les possibilités. Et c'est très curieux parce que beaucoup de philosophes ont écrit des livres à propos de cette notion exprimée par une seule lettre, qui est la crise, qui est le malheur, mais qui aussi, ce sont les opportunités. Et c'est toute la sagesse, quand on y réfléchit, c'est extraordinaire. Toute la sagesse est exprimée dans une seule lettre, dans un seul mot, qui est la crise. Donc, il ne faut pas oublier que la crise donne de nouvelles opportunités. C'est ça le message de cette lettre. Et aussi de la culture du Tao, qui est la culture de la moindre Le résistance. Tao, c'est une philosophie, c'est une religion. C'est une religion et comme beaucoup de religions orientales, c'est à la fois aussi la philosophie. Voilà. Le Tao, ça signifie la voie, le chemin, la traduction. Que je cherche Et donc, ici sur l'Internet le Tao et qu'est-ce qu'il apparaît, c'est que ça, le fromage. non, mais ça c'est bizarre. C'est ici le Tao, tu vois, à gauche. C'est rigolo Le, ça. Il vient que le fromage. Mais c'est très surprenant. Attends, ouais. en bas, il y avait un livre. Euh, D'accord. Mais non, après, non, mais ça n'a rien à voir avec le fromage, je suis très surpris. C'est sans doute une société qui fait la publicité. Maintenant, mais ouais. non, c'est une philosophie de la moindre résistance, euh, c'est-à-dire quand il y a les événements qui sont très hostiles et que tu ne peux rien faire contre, il faut agir en moindre résistance et écouter plutôt les événements. Il y a une parabole euh, qui dit que quand le vent, quand le gros vent arrive, il souffle le vent. Avant tout, ce sont les arbres les plus forts qui tombent, tandis que les petites herbes qui s'inclinent sous le vent, les petites herbes, elles survivent parce qu'elles sont faibles. Et les plus forts, les arbres, ils tombent. C'est une parabole, bien sûr, mais c'est pour dire que c'est la philosophie du moins de résistance. Quand nous perdons absolument le contrôle sur les événements, il faut écouter les événements. C'est comme ça qu'on va sortir des malheurs, des difficultés, en écoutant les moindres signes que nous donnent les événements. Vraiment les moindres signes. D'ailleurs, cette philosophie était largement employée par le psychologue suisse Carl Gustav Jung. Voilà. Donc, derrière ça, c'est une histoire magnifique, comment Jung a eu la première traduction des œuvres chinoises et comment il a employé toute sa sagesse dans sa psychologie. Et aussi, Ça veut dire quoi, Edouard, ce arbre, le Tao avec. oh oui, ce sont les dessins chinoises qui transmettent, je dirais comme ça, d'une façon allégorique, voilà, euh, les traits et la philosophie du Tao. Donc, la philosophie, c'est la nature aussi. Oui, oui, et voilà, il y a des très beaux livres sur cette philosophie. Par contre, il y a des mauvais livres dont il faut faire gaffe, très superficiels. Voilà, il faut lire les bons auteurs qui traitent ce sujet. Et voilà, et pour finir, il faut aussi mentionner, parce que moi, mon but, c'était de mentionner euh, les grandes
les grands courants linguistiques des langues et aussi qui ont donné les grandes cultures et les grandes philosophies. Et je vais finir par la philosophie de l'islam. Donc, la langue arabe bien travaillée sous le prophète. Peut-être c'était lui-même qui a travaillé. Donc, le prophète Mohammed, qui est né en 570 à la Mecque et qui est mort le 8 juin 632 à Médine. Voilà, malgré les rumeurs, malgré le bruit que c'était quelqu'un vraiment dans le culte, je pense que c'est vraiment faux parce que lui, il avait lu l'Ancien Testament en hébreu, donc il connaissait l'hébreu, parce que dans le Coran, il cite l'Ancien Testament, et c'était quelqu'un qui connaissait très bien en politologie et en sociologie, parce qu'il a fondé le premier État islamique avec la grande sagesse. Et dans son État, il y avait les Juifs, les chrétiens, qui payaient une taxe d'être, voilà, pour vivre. Mais par contre, l'armée du prophète a protégé plusieurs fois les chrétiens et les juifs contre les barbares et contre les attaques. Voilà, donc c'était quelqu'un qui connaissait en beaucoup de domaines et qui a créé la grande philosophie et surtout, comme j'ai déjà parlé, la philosophie et le courant que j'adore, des soufis, des gens qui ne faisaient aucune différence ni de la culture, ni de la couleur de la peau, ni de la nationalité, et ni de la foi, c'est-à-dire n'importe qui, chrétien, juif, musulman, euh, païen, pouvait être admis dans ce courant philosophique et il pouvait recevoir l'enseignement culturel, philosophique et philologique parce que les soufis écrivaient en arabe et en latin et aussi parfois en hébreu. Et donc, c'était les gens qui ont fait avancer la médecine, parce que d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les Arabes, euh, ont fait avancer la médecine. C'était les meilleurs médecins du Moyen Âge. Et quand on avait des soucis, on appelait avant tout un médecin arabe. D'ailleurs, c'est le cas jusqu'à présent en Russie parce que les médecins tatars, par exemple, sont très appréciés. Voilà, ça fait partie, la connaissance de la médecine, ça fait partie de la culture musulmane. Et donc, ils ont laissé une très vaste littérature en latin et aussi en arabe. Et ils ont fait un gros travail pour conserver l'héritage grec, la traduction des œuvres grecques. Et comme j'ai dit une fois, quand j'étais en France, pour lire un philosophe grec en bilingue, parfois il y avait le texte grec, mais parfois il y avait le texte arabe. C'est-à-dire, les Arabes et les Soufis ont fait un énorme travail philologique pour garder l'héritage grec et le lien avec plusieurs nations du monde. Et c'était aussi le cas en Espagne, quand il y avait les Arabes en Espagne, et c'était privilège de parler l'arabe et les juifs et les chrétiens étaient en paix. Mais quand les Arabes étaient chassés de l'Espagne, je regrette, mais les juifs, par exemple, ils ont eu beaucoup de problèmes. Et notamment les parents du philosophe pas Sénèque, comment il s'appelle, euh, Spinoza, du philosophe Spinoza, ont dû immigrer à Amsterdam parce que c'était invivable en Espagne. Tandis que Spinoza, il était espagnol? il était, sa langue natale, c'était le portugais, et il habitait en Portugal. Mais c'était très proche parce que les pays, c'était voisins. Et donc, quand les Arabes étaient en Espagne, ils étaient aussi en Portugal. Et donc, et je regrette, mais les chrétiens se sont comportés d'une façon très cruelle avec les Juifs. Et c'était aussi la tragédie familiale du
philosophe Spinoza, qui a dû vivre en Amsterdam. Voilà, c'est pour dire en quelques mots la grande influence culturelle et linguistique voilà, de la culture arabe. Voilà, et sur ce point, voilà, je peux arrêter, je peux finir. Si tu as des Très bien. questions, elles sont Très bien. bienvenues. Non, je n'ai pas de questions parce qu'il faut que cette leçon ne soit pas plus longue. Édouard, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir partagé tes connaissances. Et maintenant, on va continuer. Maintenant, on va écrire tout ça. Et je pense qu'on aura encore des leçons. Mais par l'instant, je te remercie infiniment. Merci, Edouard, de partager tes connaissances. Et on se voit bientôt. C'était un vrai plaisir. Merci. Merci. Salut. Au revoir. Salut.